Bonjour Amaya. Bonjour Daniel. Ça fait plaisir de te revoir en cette belle journée. Alors je tiens à préciser à ceux qui nous écoutent qu'aujourd'hui nous sommes en extérieur. Alors peut-être il y aura des bruits parasites ou de présence animale, de vent. Alors voilà, soyez indulgents et bienveillants également par rapport à cela. Nous vous en remercions d'avance. Alors ça fait quelque temps déjà qu'on n'a pas fait des petits enregistrements ensemble. Et oui, parce que j'avais fait les dernières tout seul comme une grande, mais voilà, je suis très contente de faire avec toi, parce que c'est enrichissant aussi, parce que je sais que tu poses les bonnes questions, et que toi aussi, de toute façon, tu vas rajouter tes idées à ce que moi je peux exprimer. Alors là, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler du déni. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Est-ce qu'il fait partie de notre vie à tous? Est-ce que voilà, on va voir ça ensemble tranquillement. Alors le déni, Amaya, c'est un sujet qui n'est pas souvent abordé, comme les sujets que tu peux interpréter ici sur cette chaîne. Qu'est-ce que le déni pour toi? Alors oui, je vais répondre à cette question, mais avant je dois dire que ça fait quand même plusieurs semaines que ce sujet me court dans la tête, que je regarde autour de moi comment il peut s'exprimer, et que je me suis dit il faut vraiment en parler, parce qu'il faut peut-être prendre conscience justement de qu'est-ce que c'est ce déni et toutes les conséquences que ça peut avoir. Voilà, donc moi, la définition que je donne du déni, qui est pas une définition très compliquée, c'est en fait ce qui consiste à déformer et même à nier des faits ou la réalité, à refuser d'admettre des vérités qui dérangent ou qui ne correspondent pas à ce que l'on croit fermement ou à ce que l'on a appris. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le déni, c'est un mécanisme puissant qui agit en fait comme un programme de SAP. J'en parle souvent de ces programmes de SAP, et j'invite les personnes qui n'ont pas vu la vidéo dans laquelle j'approfondis le sujet à aller l'écouter, parce qu'en fait, les programmes de SAP sont là pour justement nous empêcher pour nous maintenir dans la souffrance plutôt, pour nous maintenir dans la division, pour nous maintenir dans une certaine confusion. Donc c'est important de pouvoir les identifier pour justement éclairer tout ça et pouvoir démonter tout ça. Voilà. Et donc le déni, évidemment, c'est le véhicule aussi du mensonge et de la manipulation. Et c'est vraiment une arme aussi dont se servent les pervers narcissiques, évidemment, puisque ça aussi, la perversion narcissique, c'est un sujet qui me tient à cœur, qui est très important aussi à mettre en lumière. Et le déni, ça fait partie intégrante justement de cette manipulation. Oui, et dans ce déni, la définition que l'on pourrait apporter aussi, c'est un rejet quelque part. Je rejette, ou je rejette l'information, ou je rejette l'intégration de l'information. Oui. Alors ce qu'il faut voir, c'est que le déni, c'est très souvent inconscient. Donc en fait, je me suis aussi posé la question de où le déni prend racine. Oui, parce que cette genèse, en fait, oui, voilà. elle paraît assez lointaine. Souvent, on peut mettre ça sur l'éducation. Tu parlais de programme aussi, de l'éducation familiale, religieuse, scolaire, sociale, dans toutes les formes d'éducation, bien sûr. Mais cette genèse, elle va peut-être même plus loin. Alors moi, en fait, ce que j'ai réfléchi, c'est que le déni, il vient vraiment de la petite enfance, et du fait que chaque petit enfant que nous avons été est vulnérable et confiant. C'est-à-dire que le petit enfant, il croit, par nature, entre guillemets, que ses parents autour de lui sont parfaits, en fait. Alors que c'est pas le cas. Et en fait, le fait de croire que ses parents sont parfaits, ça va entraîner
une déformation qui va faire que par nature l'enfant ne va pas vouloir, après ça continue à l'âge adulte bien sûr, mais on va pas vouloir voir ce qui ne va pas en fait. Et ce qui va pas, c'est comme si tout d'un coup, pouf, ça passe. Comme ça correspond pas en fait à nos besoins, pour un enfant c'est ça, mais après pour un adulte aussi, enfin, on continue toute la vie dans ce processus. À partir du moment où ça correspond pas à nos besoins, à nos désirs, au fait qu'on soit entouré aussi de personnes qu'on aime et qui sont censées nous aimer. Enfin, je pense qu'au départ, la dissonance, elle vient de là. Ça altère notre interprétation de la réalité. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, ça crée une dissonance cognitive qui fait partie intégrante pour nous de notre construction. Parce que nous croyons que nos parents sont parfaits, et la plupart du temps, les parents font croire aux enfants qu'ils sont parfaits. La plupart du temps. Et ça, c'est pas... Enfin, pour moi, c'est de ce double message que naît le déni, en fait. Mais tout ça, ce ne sont pas des processus conscients. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de programmes. Parce qu'en fait, des programmes, on obéit aux programmes parce que c'est inscrit dans l'inconscient collectif, en fait. Et on obéit. Tant qu'on n'a pas mis de conscience dedans, on va obéir à ces programmes, en fait. Ouais, on va aussi peut-être rappeler ce qu'est la conscience, parce que c'est beau de répéter, c'est comme les termes principaux, les termes génériques, hein, conscience, spiritualité, évolution, vibration. C'est important régulièrement de rappeler les définitions que l'on y met derrière par rapport à l'interprétation de toute la définition. Mettre de la conscience derrière une information, c'est le voir déjà et l'identifier en tant que tel aussi. Voilà, le voir, le mettre en lumière, c'est-à-dire reconnaître que ce mécanisme de déni existe, c'est pas du tout évident, parce que de toute façon, on est tous soumis à ce programme-là, du déni, et par définition, quand on est dans le déni, on ne veut pas voir, donc ça demande de la confiance, ça demande effectivement d'aller, de se poser des questions, de réfléchir, d'observer d'abord comment moi je fonctionne, comment moi je suis capable de faire preuve de déni, et je pense que ça on l'a tous fait par rapport à nos parents à un moment ou à un autre. Justement, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple du petit enfant, parce que lorsqu'on est enfant et plus on est petit, plus on voit nos parents parfaits, parce qu'on a besoin qu'ils soient parfaits, on a besoin qu'ils répondent à nos besoins qui sont vitaux. Donc le déni commence là très très tôt, et si on ne se pose pas de questions, il y a aussi cet aspect que tu as évoqué tout à l'heure, donc du conditionnement, de l'éducation. Ça va être la même chose, c'est-à-dire qu'on va être conditionné pour que nos maîtres d'école, et après nos professeurs, et après tout ce qu'on nous enseigne, ça soit la vérité. Et on ne peut pas déroger à cette vérité, sinon on va être un mauvais élève, mal noté, on va être, après plus tard ça va devenir un complotiste. Voilà, tout ça c'est si, parce que c'est complètement lié à tout ça. Et c'est pour ça que le déni, il est aussi... il va avec la dissonance cognitive, c'est-à-dire la dissonance cognitive, c'est quoi? C'est faire croire à une personne ou à des personnes que la réalité est d'une façon alors qu'elle est d'une autre. En fait, c'est ça. Et à partir du moment où on est dans la dissonance cognitive, si on y croit vraiment, on va être aussi dans le déni pour pas remettre en question en fait cette réalité que l'on croit vraie. Oui, dans laquelle on se persuade d'avancer avec un mode de procédé, et aussi l'incompréhension de l'extérieur. Quand on avance dans une réflexion qui nous est propre, souvent dans le déni, l'extérieur, en fait, on n'en tient pas compte. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi, et c'est vrai que on vit quand même dans une société où on nous dit de plus en plus ce qui est vrai, ce qui est faux. On vit dans une société aussi où il y a beaucoup de mensonges, et donc c'est vrai qu'on peut observer par rapport à ce qui se passe dans nos sociétés, quand certains vont établir des vérités qui sont contestables, qu'en fait
si je ne crois pas à la vérité qui est de mise pour être un bon citoyen, je vais être considéré comme bon, je parlais de complotiste parce que c'est le mot à la mode en ce moment. Mais le déni, c'est vraiment aussi, justement, par rapport à ça, quand on ne veut pas remettre en question une vérité qui semble évidente, alors que cette vérité n'est évidente que parce qu'on nous l'a apprise, en fait. Tout ce qu'on nous a appris, ça peut être vrai parce qu'on est conditionné comme ça. Voilà. Donc c'est vrai que bon, là, c'est un terrain où ça va loin, mais ça vaut quand même le coup de se poser la question de parfois, quand on veut énoncer une vérité qui dérange, où on va vraiment avoir en face de soi le déni, dans le sens où les personnes ne vont même pas écouter les arguments, parce que de toute façon, c'est considéré comme quelque chose de faux. Voilà. Donc c'est vrai que le déni, ça a plusieurs aspects, et ça aussi cet aspect qui est assez énorme dans nos sociétés, parce que justement on est à une époque où toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Oui, le déni fait partie de cette réflexion de ne pas réussir, de ne pas, ou peut-être même aussi de ne pas souhaiter, parce on parle du déni inconscient, mais il y a aussi le déni conscient, de ne pas souhaiter entendre l'information, donc la rejeter, et ainsi fermer toute relation. Et on parle là beaucoup du système émotionnel, mais dans l'imagerie, on peut imaginer un enfant qui se fait mal et à qui ses parents vont dire qu'il ne faut pas pleurer, donc il va ravaler cet émotionnel d'expression et au final va l'installer comme nouveau programme, comme vérité absolue, c'est-à-dire si ça me fait mal je ne pleure pas, jusqu'au moment peut-être à générer une espèce d'amnésie face à la cause de l'émotion. Mais, bon. Tout à fait, mais là tu t'introduis un petit peu la suite, hein, la suite. C'est un peu ça. Voilà, donc la suite. C'est pouvoir, ce déni, quelles sont les conséquences qu'il peut apporter sur l'individu? Alors justement, là, si on va sur cet aspect-là, moi je me suis aussi intéressée au déni et à la maltraitance, ou au déni et à la violence, en fait. Parce que, en fait, que ça soit la victime ou le bourreau, pour schématiser, en fait, chaque fois qu'une personne se conduit comme un bourreau, c'est-à-dire fait du mal de façon consciente ou inconsciente à une autre personne, le déni va s'installer. Alors, j'avais parlé déjà de l'amnésie, c'est-à-dire effectivement, lorsqu'on fait du mal, il y a l'amnésie, mais cette amnésie et le déni, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire on va toujours minimiser ce qu'on a pu faire. Et à partir du moment où la personne qui fait quelque chose de répréhensible minimise ce qu'elle fait, forcément la victime qui n'est pas reconnue dans sa souffrance, dans l'acte qu'elle a vécu, en fait, instinctivement, aussi par rapport aux programmes de sable qui sont en elle, va aussi minimiser, voire nier sa souffrance. C'est ce que tu illustrais tout à l'heure par le petit enfant qui se faisait mal et mais non, t'as pas mal. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, parce que je vois qu'actuellement, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Il y a beaucoup de victimes, que ce soit d'abus, que ce soit de violence, qu'elles soient physiques, sexuelles, émotionnelles, qui sont en train tout ça, c'est en train d'émerger. Et j'ai envie de dire, mais tant mieux, parce que de toute façon, la seule façon de guérir les souffrances, c'est de les mettre en lumière. Donc ce mouvement qui est en train de se vivre en ce moment, le déni est présent partout, c'est-à-dire que les personnes aussi qui vont témoigner de la maltraitance qu'ils ont reçue peuvent justement recevoir en face du déni, mais non, c'est pas vrai, c'est pas possible, et plus c'est gros, plus il y a ce déni en face. Et pourtant il y a des choses qui sont dénoncées dernièrement qui sont tellement horribles qu'effectivement c'est difficile de les croire. Et c'est intéressant de s'interroger que ce déni va servir en fait à mettre de côté, à balayer tout ce qui dérange.
Et dans tout ça, est-ce qu'on peut aussi voir du déni collectif aussi? Ah ben bien sûr, ça c'est sûr. C'est sûr, parce que de toute façon, comme tu dis, au niveau collectif, ben, y a des égrégores, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une pensée qui existe, cette pensée se démultiplie. Alors à l'idée comme ça en vitesse, par exemple, je pense à cette histoire, je suis Charlie. Voilà. Bon. Par exemple, ça, c'est un égrégore qui s'est formé tout d'un coup, très discutable d'ailleurs à mon avis, mais bon, c'est ça, c'est-à-dire que quelque part, il y a une idée comme ça qui va grossir et qui va faire que des personnes vont adhérer à cette idée. Bon, dernièrement, quand il y a eu cette histoire des injections, de cette pandémie, etc., il y a eu justement ce gros égrégore par rapport aux personnes qui essayaient de se poser des questions ou qui voulaient approfondir ou qui trouvaient discutable tout ça. Bon, ça fait troisième fois que je pose ce mot, mais qui ont été traités de complotistes, mais ce mot complotiste, c'est vraiment derrière un gros déni, quoi. C'est ça. Donc on est à la quatrième fois du mot quand même. Oui, mais c'est ça, mais parce que c'est super important de savoir que justement on peut derrière un mot, voilà, ça, on peut mettre tellement de choses derrière pour justement continuer à être dans le déni, quoi. Justement, on va se servir un petit peu de cet exemple qui va être, je pense, très facilement critiquable dans les commentaires. Mais encore une fois, si vous souhaitez vous exprimer, nous vous invitons à vous exprimer avec bienveillance. Les propos qui vont suivre sont purement subjectifs et n'engagent que nous-mêmes. Donc on va garder l'exemple de la période 2020-2022, hein, ces 2 ans un petit peu critiques qu'a connu l'humanité. Et aujourd'hui, en 2025, on est quand même face à une population qui ne souhaite pas regarder en arrière. Est-ce qu'on peut appeler ça du déni aussi? Bien sûr, bien sûr. On est en plein dedans. Hein. On est en plein dedans parce que le déni, il est là chaque fois qu'une réalité dérange. Et le fait de se tromper, c'est dérangeant. Donc si une personne se trompe, elle va avoir beaucoup de mal à aller admettre qu'elle s'est trompée. Et elle va naturellement, en obéissant à ce programme, rentrer dans le déni, soit en ne voulant pas vraiment regarder. Et par rapport à cette période-là, il y a tellement de choses à regarder qu'il y a encore beaucoup de déni. Après, bon, de toute façon, je pense aussi qu'on vit une époque, c'est pas par hasard qu'on parle de ça. On vit une époque où tout petit à petit est mis en lumière. Donc de toute façon, les vérités, elles arrivent, hein. Même si on dit elles arrivent par l'escalier, mais elles arrivent. Hein. De toute façon, c'est comme ça. Et le déni, il est amené à être de plus en plus, avoir de moins en moins de puissance, mais pour ça il faut aussi qu'on participe tous, hein, à se rendre compte que comment on peut avec facilité rentrer dans cet espace-là pour fuir ses responsabilités et pour ne pas regarder non plus des vérités qui dérangent, que ce soit des choses qu'on a faites nous-mêmes ou que ce soit des choses ou des maltraitances qui existent ou des violences qui existent pour les autres et pour lesquelles c'est plus facile de pas voir, de pas entendre et de pas parler, quoi. Parce que finalement, je pense à cette image des 3 petits singes, c'est très pervers, quoi. Ces 3 petits singes, je vois rien, j'entends rien, je dis rien. Ça veut dire qu'en même temps, voilà, ça c'est le symbole du déni, quoi. Parce qu'au moins comme ça, j'ai pas de problème, quoi. Hein, parce que c'est plus difficile d'aller regarder la réalité en face, plus difficile de prendre position, plus difficile de dire non, et plus difficile aussi même de dire. Moi j'ai vécu ça, c'était de la maltraitance. Justement, cette maltraitance, on peut aussi peut-être faire le lien entre maltraitance, déni, amnésie. Amnésie consciente et inconsciente, parce qu'à force de réfuter une information, on finit par l'oublier. Oui, et à la faire oublier à l'autre aussi, parce que c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, le déni, c'est la meilleure des défenses des coupables. C'est-à-dire,
une personne qui est coupable, alors j'aime bien dire je, mais bon, j'espère que je suis pas coupable de beaucoup de choses, mais en tout cas j'essaye. Mais en fait, on peut prendre des images dans l'histoire, oui. Dans notre histoire telle qu'elle nous a été bien transmise dans nos plans scolaires, hein, cette histoire de vainqueur et non de vaincu. Oui, voilà, par exemple. Oui, non, voilà. non, mais ça c'est sûr, puisque l'histoire est écrite par les vainqueurs, absolument. Et c'est vrai que quand il y a des témoignages de personnes qui ont vécu, par exemple, oui, effectivement, des atrocités pendant la guerre, les coupables, ils vont toujours dire c'est pas moi, c'est les autres, quoi. C'est tout le temps comme ça que ça se passe. Mais le fait aussi de nier la souffrance, c'est ça qui est quand même très important, c'est que lorsque le bourreau nie la souffrance, la victime, c'est comme si sa souffrance, elle est anesthésiée aussi, comme si elle était enfouie au plus profond d'elle-même, donc de la victime. Donc c'est vrai que ce déni, ça fait, c'est vraiment un allié des forces obscures qui font du mal, parce que justement, et là en ce moment il se passe quand même quelque chose, c'est que justement les victimes commencent à sortir de ce déni pour elles-mêmes, hein, et ça c'est quelque chose qui est contagieux aussi, quoi. Alors non pas, je pense que les coupables, en ce moment il y a des procès assez retentissants d'ailleurs, les coupables ils vont avouer que quand ils sont acculés en fait, hein, mais les victimes, sortir du déni, c'est aussi oser exprimer, quoi, tout ce qui a été vécu, d'autant que quand on est victime, il y a aussi ce programme, et bien il y a plusieurs programmes, mais il y a aussi ce programme qui crée beaucoup de honte, et cette honte aussi qui entraîne le silence, quoi. Voilà. Et le déni des coupables entraîne le silence des victimes. Et on peut rester aussi sur des exemples historiques où on peut observer, je ne vais pas citer de nom parce qu'il y a eu quand même différents hommes politiques qui ont posé une négation sur l'existence des chambres à gaz au cours de la Seconde Guerre mondiale, en affirmant haut et fort que cela n'avait jamais existé, alors qu'il y a des témoignages écrits, des personnes encore vivantes qui ont traversé ces épreuves aussi. Donc là aussi, c'est un déni administratif. Oui, puis alors là c'est encore plus compliqué parce que c'est un déni qui est récupéré après pour faire du victimisme. Donc tout ça c'est-à-dire que l'humanité quand même, on est bien coincé dans des mécanismes qui sont très 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 pervers. Et c'est vrai que voilà, je veux pas trop rentrer là-dedans non plus, mais si tu veux, c'est vrai qu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le massacre des Indiens, il y a eu l'esclavage, il y a eu, je crois que l'humanité a souffert dans tous les sens, et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a eu beaucoup de déni et surtout du mépris de la souffrance, quoi, comme si la souffrance n'avait pas d'importance. Et est-ce que la racine du déni commencerait par le mépris ? Parce que finalement, tu as réussi à poser les deux dans la même phrase, et c'est pas anodin non plus. Celui qui va mépriser peut faire induire un déni à l'autre. Oui, c'est ça. Oui, mais complètement. Oui, c'est les mêmes mécanismes. C'est les mêmes mécanismes et qui font appel, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ces programmes de SAP qui font que les programmes de SAP, je réexplique, ce sont des programmes qui nous mettent en fait dans une espèce de souffrance sans réponse, qui nous enferme dans la souffrance en fait. Voilà. Et ça en fait partie. Et parce que justement, on va peut-être arriver après à cette histoire de déni et de guérison, quoi, en fait. Quelle place le déni dans la guérison? Alors, dans la guérison. Le lien, c'est ça. C'est le lien. Quel est le lien? Comment est-ce qu'on peut évaluer une passerelle, déjà pour commencer, avant de parler de lien, mais au moins cette passerelle entre la conscience du déni et la guérison, on va dire, dans le sens émotionnel. On n'est pas dans la guérison structurelle, allopathique. On est vraiment dans la guérison spirituo-émotionnelle. Voilà, il faut comprendre déjà que le déni, c'est un mécanisme puissant, et c'est un mécanisme qui freine justement, et qui verrouille tout à l'intérieur. Voilà.
parce que déjà, quand on a souffert d'une situation ou d'un comportement ou d'une violence, et qu'en face de soi, on a une personne ou des personnes ou un groupe dans le déni, en fait, ça va générer des émotions négatives qui vont en fait être des émotions qui rongent, comme la rancœur, la colère. Ça peut engendrer de l'agressivité, de la violence, qui en fin de compte va faire que ça va se retourner, ça va rajouter encore, en fait, ça va rajouter du mal à la personne qui souffre déjà. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai voulu parler du déni et de la guérison, parce que le déni, en fait, ça entrave vraiment la guérison. Pourquoi ? Parce que comment on guérit ? On guérit quand on a vécu des violences ou des maltraitances. On guérit par la reconnaissance, en fait, de ce qui a été vécu. Et ça, c'est très important. Et sans cette reconnaissance, c'est pour ça que souvent qu'il y a des personnes qui ont subi des violences et qui passent au tribunal, pour elles, c'est vraiment le début de la guérison. Et en fait, même moi qui suis thérapeute, ou toi Daniel, on sait bien que si une personne elle vient nous voir et elle nous raconte ce qu'elle a vécu, à partir du moment où on va accueillir et reconnaître en fait sa souffrance, le soin il est fait à 70-80% en fait. Voilà, c'est-à-dire que ce qui fait mal et ce qui fait qu'une douleur elle ne guérit pas, c'est le déni de cette douleur, justement, la non-reconnaissance de cette douleur. Voilà, d'où vraiment l'importance et le rôle maléfique que peut jouer le déni sur la souffrance pour empêcher la guérison, quoi. Voilà. Justement, de quelle manière, est-ce que c'est possible ? De quelle manière est-ce qu'on peut sortir de ce déni, ou si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui exprime, qui a un comportement très apte au déni, de quelle manière aussi, sans forcer, parce que le déni, en fait, si on dit à quelqu'un notre sentiment de rejet dans son appréciation, la personne peut ne pas l'entendre et se braquer à l'inverse, voire se fermer complètement, parce qu'il y a une incompréhension qui va s'installer. Si tu me demandes un service et que dans ma conscience je n'ai pas le souhait ni la possibilité de le faire, mais que je procrastine un maximum pour ne pas le faire jusqu'à l'oublier, et que ce service était très important pour toi, dans ces cas-là, il y a un déni de ma part à ton encontre. Alors, je vais répondre à ta question, parce que c'est quelque chose sur lequel je m'interroge actuellement et que je pense avoir une partie de la réponse. On ne peut pas forcer une personne qui est dans le déni. Par contre, la victime, elle peut rester ferme dans ses revendications et dans son témoignage. Et en disant ce que tu as fait là, moi ça me fait du mal. Et même si la personne en face, il faut aller au-delà en fait de ce programme qui crée le silence. Il faut rompre ce silence et il faut continuer à affirmer non mais ça fait mal. Ce que tu as fait, ça fait mal. Ce que vous avez fait, ça fait mal. Il n'y a que comme ça. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'une personne qui vraiment a fait du tort, elle ne va le reconnaître que si elle est acculée. Et comment acculer une personne si ce n'est en étant ferme dans son témoignage de la souffrance, parce que c'est justement enlever la honte qui est liée à la souffrance, c'est aller au-delà de la honte, et comme on dit que la honte change de camp, mais tout ça c'est en train de se transformer, c'est en train d'être alchimisé au niveau des humains en ce moment, parce que justement il y a beaucoup de procès, il y a eu le mouvement MeToo, il y a eu alors au-delà il y a peut-être des abus de tous les côtés, mais de toute façon les victimes elles ne vont jamais témoigner enfin si, ça peut arriver, je dis ça peut arriver aussi qu'il y ait de l'abus de tous les côtés, mais en tous les cas pour les victimes qui sont vraiment sincères, il faut absolument ne pas lâcher l'affaire, quoi. Il faut absolument être aligné avec soi et être aligné avec sa vérité et témoigner de sa vérité. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution.
Et le plus dur, on revient toujours au même principe, le plus dur c'est réussir à être aligné avec soi. Oui. Et dans le chaos, dans la tourmente, pouvoir aussi rester aligné avec soi, parce que très souvent on est dans un monde aussi qui tend vers le toujours plus facile, et qu'il est plus facile de repartir dans des mécanismes de déni, oui, de rejet ou de non-acceptation, ou voilà, quelle que soit la définition que l'on va y porter. Et revenir à cette validation d'informations en posant les choses, ça reste encore une fois l'un des actes les plus difficiles que l'on puisse faire dans le parcours vers soi. Et rester aligné quand il y a le chaos, c'est l'un des actes les plus bénéfiques pour soi. Oui. C'est le plus difficile. Oui, tout à fait. De toute façon, si on n'est pas en conscience, justement, si on n'agit pas en conscience, on va obéir à ces programmes de SAP. Donc on va retomber dans ces travers qui sont la honte, le déni, l'humiliation, etc. Et on va nourrir comme ça ce cercle infernal de la souffrance qui ne trouve jamais d'issue et qui se nourrit elle-même. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de parler de tout ça, parce que le but de cette vidéo et le but de cette chaîne, c'est de trouver justement des portes de sortie à tout ça. C'est en sortir de cette souffrance, c'est sortir de ces mécanismes, en fait, pour justement se libérer. Eh bien, merci infiniment à Maya, merci à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Ah, peut-être une parenthèse, tu veux sortir du déni ? Oui, voilà, c'est juste, je voudrais rajouter avant de finir, que pour sortir du déni, encore une fois, il faut, on l'a un peu dit, mais je vais résumer pour conclure, en fait. Il faut identifier pour soi-même quand est-ce que je suis dans le déni, identifier aussi quand l'autre est dans le déni, c'est important, et développer le discernement, c'est-à-dire il faut vraiment regarder, observer, réfléchir, faire appel à son intelligence, analyser les situations, et tout ça se fait pas tout seul. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas instinctif, quoi. C'est pas ce qui va être instinctif, c'est de répondre au programme. Voilà, c'est aussi donc développer l'intelligence du cœur. Ça, j'en ai déjà parlé. L'intelligence du cœur, c'est plutôt quand on se centre au niveau de notre cœur, de notre poitrine, et qu'on lâche un petit peu le mental, et qu'on essaye de voir la situation autrement. Et en général, quand on arrive à être dans cette intelligence du cœur, c'est là aussi qu'apparaissent toutes ces vérités. Voilà. Donc c'est apprendre aussi à voir, et c'est aussi accepter de se remettre en question fréquemment, tous les jours, parce que on est, comme tu parlais tout à l'heure des égrégores, on est aussi aux prises avec tout ça, c'est-à-dire avec le fait que plus il y a de personnes dans le déni, plus je vais avoir tendance à être dans le déni, plus il y a de personnes qui font des actes pour sortir de ce déni, plus je vais être relié aussi à ces personnes-là. Mais en tout cas, le déni, il est partout, qu'il soit conscient ou inconscient, puisqu'il est provoqué donc par ces programmes de SAP, mais aussi par le conditionnement dans lequel on baigne depuis longtemps, et qui continue aussi à être très 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 fort autour de nous. Et puis c'est aussi garder à l'esprit que ce n'est pas confortable de prendre cette décision-là, comme à chaque fois, hein. Comme tout acte pour soi-même et pour le collectif, en fait, qui va être posé, il y a un moment d'inconfort, plus ou moins long. Et chacun dans son alignement a la possibilité soit de se dire c'est inconfortable, mais c'est pour quelque chose de bien orienté, c'est le chemin que j'ai envie de prendre pour arriver à un aboutissement, soit on décide de retourner vers le confort du programme, hein, de ce qui est instinctif, de ce qui est habituel, de ce qui est bien connu, et auquel cas on continue à poursuivre et à pérenniser ces égrégores involutifs, parce que pour le coup on se limite et on limite aussi l'extérieur. Oui, c'est pour ça que ça vaut tellement le coup, justement, au lieu de nourrir l'involutif, que chacun d'entre nous, on œuvre pour se libérer, et puis pour retrouver dans notre vraie nature
de vrais humains, quoi. Donc gardons vraiment à l'esprit que ce n'est pas parce que c'est inconfortable que l'on ne doit pas le faire, et que très souvent c'est quand c'est inconfortable que le doigt doit être bien mis dessus pour apporter un peu plus de confort, plus aligné. Oui, et puis c'est tellement pour du plus, et c'est pour du plus pour l'humanité. Je pense qu'on est à un tournant de l'humanité qui est très important, et moi je veux croire je veux croire que cette libération elle est en cours, et qu'on va y arriver. On va y arriver. Quelle que soit la temporalité nécessaire, on va y arriver. Bien, merci infiniment à Maya, merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous invite à mettre un pouce, à partager, à commenter la vidéo de manière à favoriser les algorithmes, comme à chaque fois. Je me répète, ce ne sont pas des vidéos, ce n'est pas une chaîne rémunérée. L'objectif ici est de partager des opinions, des réflexions. Ce ne sont pas des vérités absolues. Elles restent subjectives avec pour objectif le partage. Merci beaucoup Daniel d'avoir été avec moi pour c'est plutôt une audio. Merci à tous pour votre écoute, et puis à bientôt. Au revoir.